Yo la YouTube Family, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans The Meryl Loès Show. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui concerne beaucoup de jeunes femmes, la vulnérabilité et la santé mentale. Je vais vous faire une confidence parce que je me confie pas beaucoup ici. Voilà, il y a une période où j'ai été sans emploi, où j'ai été dans une relation où j'ai été ghostée du jour au lendemain. Je me suis retrouvée seule face à moi-même. Ça n'a pas été évident. Mais pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que je suis sûre qu'il y en a pas mal d'entre vous qui peut-être vivent cette situation. Moi, je vous parle de ça parce que au moment où je traversais ça, je me sentais honteuse, j'avais plus du tout confiance en moi, je me remettais beaucoup en question, je me renfermais sur moi-même et ce qui éloignait les autres. Et je sais que dans les communautés dites de minorité, c'est un sujet qui est tabou, on n'ose pas en parler parce que se montrer vulnérable est synonyme de honte et on a tendance à porter un masque. Le message que j'ai envie de vous délivrer et là où je veux en venir, c'est que parfois, assumer qu'on ne va pas bien, c'est aussi signe de sagesse, c'est aussi signe de vouloir aller mieux, c'est aussi signe de vouloir avancer dans sa vie. Nous sommes responsables de notre bien-être, c'est à nous d'impulser cette énergie de vouloir aller mieux. Il y a des gens qui nous tendront leurs mains, mais il n'y a que nous-mêmes qui savons comment nous pouvons aller mieux. Je vais vous prendre l'exemple de Taraji P. Henson, qui ne la connaît pas, Cookie Lyon dans Empire. Là, je souris, mais quand je vois dans ma tête, quand je me remémore son interview justement sur sa santé mentale. I struggle with depression and anxiety. I was smart enough to say, I have to say it. Because a part of me was ashamed. I was like, I don't want them to think I'm crazy. I don't want them to, you know, obsess over me or think they got to come and sit on me, because this one will. And so I was like, I don't want to be handicapped and I feel weird. So one day I just blurted it out to my girlfriend. I just talked, she called me in the morning. I was like, you know, I thought about killing myself like that. Oh my God, I feel so much better. Right. I'm not gonna do it now. For me, I'm no professional, but I felt like if I don't say it, then it becomes a plan. And what scared me was that I did it 2 nights in a row. And the thoughts kept coming. Now I started thinking about how. At first it was like, I don't want to be here. And then I started thinking about going to get the gun. And that's why when I woke up the next morning, I blurted it out, because I felt like after a while it was going to take over me and it was going to become a plan, because that's how strong my brain is. Le fait qu'elle ait eu des pulsions suicidaires, malgré qu'elle ait tout aujourd'hui dans sa vie, elle a l'argent, la célébrité, sa carrière marche, voilà, son fils est en bonne santé, tout va bien autour d'elle, mais intérieurement, elle était complètement brisée. Et le fait de pouvoir assumer ça pleinement, le fait de pouvoir se livrer, ça l'a mis dans un mood où elle s'est sentie mieux. Elle a aussi pris l'initiative de consulter parce qu'elle voyait que même en essayant de s'en sortir elle-même, ça n'allait pas. Donc elle a décidé de voir un professionnel. Là où je veux en venir, encore une fois, c'est que ne vous sentez pas faible quand vous allez voir un professionnel ou que vous décidez d'aller voir un professionnel, parce qu'il s'agit de votre bien-être et votre bien-être n'a pas de prix. C'est un sujet dont on a pu discuter avec Fatou. Il y en a qui l'appellent Black Beauty Bag. Moi, je l'appelle Fatou parce que j'aime son prénom et je kiffe cette meuf. Pour ceux qui ne connaissent pas Fatou Ndiaye, alias Black Beauty Bag, c'est une blogueuse pionnière dans la blogosphère française. Elle a travaillé pour Thierry Mugler, elle est aussi égérie de la famille L'Oréal. Elle a travaillé avec des marques de renom comme Estée Lauder. C'est aussi une personne qui est engagée vis-à-vis des causes qui lui tiennent à cœur, mais pas que. Si vous avez besoin de conseils beauté pour les peaux noires, si vous avez besoin de conseils sur vos cheveux afro, c'est la personne vraiment que je vous recommande. Elle n'a pas sa langue dans sa poche. D'ailleurs, c'est ce qui fait polémique, c'est ce qui fait qu'on l'aime autant qu'on la déteste. Mais elle, comme disent les Ivoiriens, elle s'en gagne. Elle dit ce qu'elle a à dire. On a traité des sujets qui sont vraiment deep. C'est une interview 100% real talk, sans tabou. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir la suite dans l'interview. À toutes! Trying to find the fuck to get for you and all the chances of forgiving you. Yeah,
and listen, I ain't listening. Just for you to go and break my heart again. I learned my lesson. Hey, and I ain't coming. And you're missing what you had now. And I bet you I look better, don't I? New phone, who is it? Contact, don't again. Need a ride, call that bitch. Gas way too expensive. No more benefits, proper business. Hairstyle, no grip. I ain't got no room for extra baggage. So don't forget to come and pick up your don't leave no peace. Hello la YouTube Family, j'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est la dernière de l'émission, dernière interview et pas des moindres. Ce soir, on accueille Fatou. J'avais envie de voir les choses différemment. Elle a fait beaucoup d'interviews et moi, j'avais envie de prendre un axe différent. Connaître qui est Fatou maman, connaître qui est Fatou sœur, connaître qui est Fatou en tant que businesswoman, tout simplement savoir qui est Fatou. Alors, Fatou, qui je suis? Je suis une femme qui a eu 43 ans il y a quelques semaines. Je suis née et j'ai grandi à Paris. Mon père est malien, ma mère est du Nigeria. Ils sont arrivés en France au début des années 70. Mon père était ouvrier. D'accord. Ma mère, femme de ménage. Et je suis l'aînée d'une grande fratrie. Du côté de ma mère, il y a moi, Aminata, Mohamed, Awa, Fanta et Ismaël. Donc, on est 6. Et du côté de mon père, on est 1, 2, 3, 4, on est 6. Ouais, 6. Ouais. Donc, toi, tu es l'aîné. C'est moi l'aîné de tout ce beau monde-là. Et c'est quoi justement cette responsabilité? Parce qu'on sait, dans les familles africaines, être aîné, c'est quand même un poids. Comment toi, tu l'as vécu? Comment ça t'a forgé? Alors, j'ai eu de la chance. Je n'ai pas eu ce poids du droit d'aînesse. C'est quelque chose d'ailleurs que j'ai refusé très tôt. Okay. Oui, quand j'étais adolescente. Parce que autour de moi, j'avais des copines dont je voyais la vie durement menée parce qu'elles avaient ce poids d'être la mini-maman et en même temps d'être la grande sœur. Et pour moi, c'est un poids assez dangereux parce qu'on nous donne du pouvoir et on peut l'utiliser à bon escient comme à mauvais escient. Et je trouve que souvent, même ce droit d'aînesse contribue à faire qu'il y a des scissions entre les frères et les sœurs. Et moi, j'avais envie de vivre pleinement mon adolescence. Ouais. Donc, et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que dans une fratrie, quand vous vous entendez bien avec les sœurs et les frères, vous arrivez à faire bloc contre les parents. Donc, ma sœur Aminata, qui a autant de caractère que moi, on avait dit à ma mère, écoute, nous, on est ados, nous, on est des enfants, on n'a pas demandé à venir au monde, donc les petites sœurs, les petits frères, on veut bien s'en occuper de temps en temps, mais en fait, c'est pas notre job. Et ma mère, elle l'a très bien intégré, donc je la remercie beaucoup parce qu'on a vraiment vécu notre adolescence pleinement à 100%, et voilà. Donc, qu'est-ce que ça a créé, du coup, chez toi, le fait d'avoir beaucoup de frères et sœurs par rapport à, tu sais, l'affirmation de soi? Comment tu as géré ça dans ton adolescence? Alors, comment je l'ai géré? Déjà, on a une maman qui a une forte personnalité. Du coup, tout ce qui était affirmation, confiance en soi, elle nous l'apprenait avec ses mots. C'est vrai que c'est pas les mêmes mots que nous, on a maintenant, parce qu'elle le faisait avec son bagage, ce qu'elle avait appris. Mais depuis petite, en fait, elle a instauré ce truc où vous êtes des femmes, il faut être indépendante, il faut vous affirmer dans une société déjà qui est à majorité blanche, une société où vous allez rencontrer du racisme, où vous allez rencontrer de la misogynie, du sexisme. On n'a pas été éduqués dans le sens où vous n'êtes pas blanc, donc soyez discret. Déjà, si vous y arrivez et qu'on vous donne quelque chose, contentez-vous de ça. Moi, ma mère, elle a été femme de ménage toute sa vie. Et cette femme-là, elle n'a pas envie de courir avec son balai. En fait, elle est pas dans le Stade de France. C'est pas un relais 100 mètres où elle court et puis elle dit tiens Fatou, je te lègue mon balai. Cours toi aussi. Et quand tu auras ton enfant aussi, tu lui redonnes ce balai. Ma mère, elle a balayé des années en France. Elle a même nettoyé la merde des gens. Elle rentrait chez elle, elle était fatiguée. C'est pas pour que ses enfants fassent la même chose qu'elle. Donc si aujourd'hui elle a son fils qui est ingénieur, qui travaille au gouvernement, elle a ses filles aussi qui travaillent dans des ministères. Elle a ses enfants qui ont des bons boulots, qui ont des bons jobs, qui ont réussi. Cette femme-là, elle se dit, j'ai sacrifié ma vie,
j'ai nettoyé le caca des gens, mais mes enfants ne le nettoieront pas. Et en plus, eux auront le moyen d'avoir des enfants et de leur dire que vous avez le droit de réussir, vous avez le droit d'être bien. Moi, mes parents, ils ont toujours été smicards. Pourtant, on n'a jamais manqué de rien. Même quand on a eu nos bourses et tout ça, moi, ma mère, ça a été elle qui nous a créé nos premiers comptes bancaires pour nous dire la bourse, ça va dans vos comptes et cet argent-là, ça à vous. Jamais, et je le dis face caméra, je ne mens pas, jamais on nous a ponctionné de l'argent. Jamais mes parents nous ont dit maintenant vous avez vos payes parce que vous travaillez, tu me donnes 1/10 de ton salaire. Non, ma mère, elle nous a dit même si c'est un sac de patates que vous ramenez, vous allez au Leclerc faire des courses, moi je fais mes prières pour vous, je vous bénis parce que vous avez ramené des choses avec le cœur. Mais votre argent, c'est votre argent. Et moi, on est vos parents, on vous a mis au monde. C'est pas on met des enfants pour nous rembourser. Donc moi, j'ai pas grandi avec cet esprit-là. J'ai l'impression qu'il y a sur Internet, beaucoup de noirs ont romantisé la souffrance, tu vois. Du genre, un vrai noir, c'est celui qui souffre. Alors que tu vois, t'es une vraie militante si t'habites dans un HLM et que en bas de la cité, on vend de la drogue. Mais t'as pas le droit d'être militante et noire si t'as acheté ton appartement. T'as pas le droit d'être militante et noire si tu habites dans un quartier huppé. Et ben moi, pour avoir grandi en banlieue, j'ai pas envie que mon enfant il grandisse aussi dans des conditions comme ça. J'ai envie de lui donner le meilleur. Selon chaque personne, les clés de la confiance en soi peuvent être différentes. Et aujourd'hui, à travers cette interview, j'avais envie de connaître les clés de la confiance en soi de Fatou. Qu'est-ce qui lui permettait d'être aussi bossy, de s'affirmer, de prendre sa place et de ne pas s'excuser d'être qui elle est? Quelles sont les clés de Fatou? Quelles sont tes clés, Fatou? On ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est sûr. Voilà. Et qu'il y aura toujours des gens qui seront d'accord ou qui vont vous critiquer. Soit vous en faites trop, soit vous n'en faites pas assez. Et moi, ma devise, c'est si je suis alignée avec moi-même, que je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mes baskets, je n'ai pas à me restreindre ou à me faire petite pour ne pas blesser entre guillemets les gens. Je trouve que les personnes ici des minorités on a vécu quelque chose qui est d'assez violent, qui est l'assimilation culturelle. Ouais. Adopter les codes de vie, les codes de beauté, ce qui fait que déjà on efface ce qui fait notre richesse, notre singularité, et du coup on est totalement effacé. Et je dirais même qu'on essaye de s'effacer encore plus pour pas être vu. Faut pas faire de bruit. Si tu parles trop, tu es vu comme la méchante petite sorcière qui a toujours sa bouche ouverte. Non, soyons libres. Et puis, à un moment donné, de toute façon, comme je dis, ma couleur de peau se voit. Mon prénom aussi se voit. Moi, pour moi, je dirais même pas que je m'assume, je dis que je m'affirme. Parce que pour moi, s'assumer, c'est un peu négatif. Je casse un verre et on me dit qui l'a cassé. Bah, je vais dire oui, c'est moi, j'assume, j'ai fait la bêtise, je l'ai cassé, désolé. Par contre, quand je suis moi-même, dans ma féminité, dans ma manière d'être, dans tout ce qui fait ma personne, je l'affirme. Je ne suis pas une erreur. Donc pour moi, j'affirme qui je suis. Là, dans l'interview, Fatou vous donne beaucoup d'exemples par rapport à son vécu, son expérience. La confiance en soi, c'est comme un muscle, ça se travaille. On voit beaucoup de gens parler de livres de développement personnel, mais le développement personnel, c'est apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses blessures, mais aussi à connaître ses points forts. C'est comme ça qu'on peut muscler justement sa confiance en soi et pour pouvoir s'affirmer dans le monde et prendre sa place. J'assume pas, j'affirme. Assumer quelque chose, c'est un poids, ça veut dire c'est un fardeau. S'affirmer, c'est vraiment être qui on est. Qui on est. Donc pour moi, le conseil que je donnerais aux filles déjà, c'est le plus important. C'est pour ça l'éducation, c'est super important. Le cocon familial, l'entourage, faut qu'il soit bienveillant, à virer les gens de votre vie qui sont toxiques, qui sont néfastes. C'est super important. Excuse-moi de te couper. Mais quand tu as commencé justement dans la blogosphère, que ça a commencé à prendre, est-ce qu'il y a des relations qui ont changé autour de toi, des amis que tu as pu avoir, qui sont devenus des inconnus finalement parce que tu as décidé de prendre un autre chemin et que tu as commencé du coup à sortir et que ces autres personnes-là peut-être sont restées dans leur zone de confort, on va dire.
Bah, tu sais, c'est très intéressant ce que tu dis parce que je dirais que c'est même pas propre à la blogo ou propre au milieu dans lequel je suis. C'est l'humain en général qui est comme ça parce que j'en ai même eu des déceptions par des personnes qui ne font pas partie de la blogo et qui n'y connaissent rien du tout. Je pense qu'il y a des gens qui sont comme ça en fait. À partir du moment où tu cherches à évoluer, t'affranchir de choses dans lesquelles où on trouve que bah, c'est linéaire et que c'est normal, bah, en fait, comme beaucoup de personnes vont se projeter en toi, de voir que ben, toi, tu veux t'affranchir de ça et que tu as envie d'aller plus loin, je sais pas, c'est ne serait-ce que ben, je sais pas, apprendre à faire du jardinage, apprendre à faire du bateau ou te dire voilà, j'ai envie demain de devenir la plus grande styliste du monde. Tu auras toujours des gens qui vont dire ouais, bon, arrête, n'importe quoi. Et quand on va voir que ben, tu y arrives, ben, c'est les gens, c'est pas automatiquement toi qui vas te détacher d'eux, c'est eux par leur comportement qui vont faire en sorte de s'éloigner parce que c'est trop douloureux pour eux de voir que ben, toi tu avances et pas eux. Donc oui, j'ai eu des déceptions. Après, j'en ai pas eu beaucoup, je vais pas te mentir. Mais oui, et puis moi aussi, je suis une personne, en fait, je sais pas faire semblant. Donc quand il y a quelque chose qui me dérange, je pense que tout le monde sait. Je préfère quitter le navire. On vit qu'une fois. On va pas s'embêter à faire semblant parce que voilà quoi. Il y a beaucoup de meufs qui pensent que c'est en se cachant, en se taisant que les choses vont avancer, vont évoluer. Moi, je pars du principe que si tu as quelque chose à défendre, il faut parler, le verbaliser, ouvrir sa bouche tout simplement. Mais je pense que surtout, les femmes issues de l'immigration, on a peur de passer pour des nanas énervées, pour des nanas rancunières, des nanas qui se plaignent tout le temps. Mais Fatou, elle, c'est tout le contraire. Et justement, elle est appréciée par les marques par rapport à ça, par rapport à sa véracité dans son caractère. Elle n'a pas sa langue dans sa poche. Et moi, justement, je voulais savoir comment elle fait pour gérer toutes ces polémiques. Je me dis, même quand je vais me prendre des bad buzz ou quand on va me dire, ouais, on t'aime, les gens t'aiment pas, te trouvent hautaine, te trouvent prétentieuse, froide, tu ne rigoles pas. Mais ça me fait rire parce que je me dis, en fait, quand ces gens-là, ce qu'ils disent de moi parle plus pour eux parce qu'ils ne me connaissent pas dans mon intimité. Et puis, j'ai envie de dire à un moment, ma personne et ce que je pense de moi n'est pas défini par des inconnus. À partir du moment où je sais qui je suis et que autour de moi, j'ai des gens qui m'aiment et que j'aime et que ma famille, tout le monde va bien, bah, la vie d'inconnu, c'est le cadeau de mes soucis, en fait. Mais en fait, moi, j'ai compris très tôt que, pour moi, hein, après, c'est mon propre ressenti. Après, je comprends, tout le monde n'a pas la même force de caractère que moi. Mais moi, pour moi, c'est une cour de récréation. Vas-y, explique-toi. Pour moi, Internet, c'est mon travail. C'est mon travail. Et du coup, quand j'arrive sur Internet, je fais mon travail. Et pour moi, les gens peuvent venir m'attaquer, peuvent être méchants, peuvent dire des choses sur moi. Ça me fait rire. Et j'use de mon sarcasme et de mon ironie pour leur répondre. Et je sais que ça fait très, 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 très mal. Parce que beaucoup de filles... Moi, j'ai remarqué dans nos communautés, en fait, on nous éduque. Je pense que tu as déjà entendu ça, t'es une fille... Faut que les gens disent du bien de toi. Faut pas que les gens aient ton nom dans la bouche. Oh là là, tellement. Le mauvais œil. Si on parle de toi en mal, c'est pas bien, ta réputation. Moi, ma mère ne nous a pas éduqués dans ça. Donc déjà, c'est ma force. Parce que c'est vrai que si on t'éduque dans ça, que ça soit dans ton travail, que ça soit même dans ta propre intimité avec ton mec ou dans ton entourage, tu vas plus faire attention à ce que les gens disent de toi que plutôt ce que toi, tu as envie de dire ou faire. Donc ça, déjà, pour ça, ils sont perdants. Ensuite, pour moi, je me dis, mais ces gens-là qui sont méchants avec moi, un, je les connais pas. Deux, ils me connaissent pas. Et puis, je pars du principe que quand tu es bien dans ta vie, tu es épanouie, que tu es heureuse, tu ne viens pas sur Internet pour distiller ta haine, ta frustration. Moi, j'ai toujours, les gens méchants sont faibles. C'est des gens qui ne vont pas bien dans leur vie. Alors, de temps en temps, quand je m'ennuie, j'aime bien leur répondre parce que ça m'amuse. Mais sinon, moi, dès que j'éteins mon ordinateur ou que j'éteins mon téléphone, j'oublie en fait. Mais vraiment, je rigole.
C'est vrai que les gens ils ont tendance à dire faut prier, c'est parce que tu pries pas ou Dieu et tout, mais je dis mais il y a des choses en fait qui dépassent la spiritualité ou la religion. Il y a des choses. Si les médecins sont là, il y a des spécialistes, c'est parce que ils sont nécessaires. Et voilà, j'avais été voir un psy qui est mon psy d'ailleurs depuis des années. Je l'ai pas lâché. Et tu continues d'y aller? Oui, même quand ça va bien. Non, mais c'est pas longtemps. Vraiment, moi, j'invite tout le monde. Hein, franchement, allez-y. Et voilà, et il m'a beaucoup aidé. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est que même des fois, des choses qui sont anodines pour nous, qu'on va lui dire, il va réussir à faire le lien avec des traumatismes ou des choses qu'on n'a pas su exprimer ou expliquer. Et même mon fils, quand il y a eu la séparation aussi, il avait été voir, il avait son psy et tout. Je trouve que c'est hyper important parce que même les enfants, on a tendance à dire oui, non, ils vont bien, ils voient rien. Mais les enfants, c'est des éponges qui absorbent beaucoup de choses et qui n'arrivent pas à les exprimer. Et c'est vrai que c'est beaucoup tabou dans nos communautés, dire que c'est des trucs de blanc. Faut savoir que surtout dans les communautés afro, dans les communautés asiatiques, enfin dans beaucoup de communautés en tout cas, les parents sont taiseux. Ils ne disent pas leurs sentiments. Ils vont avoir tendance à taper quand ça va pas, mais quand ça va, ils vont pas nous féliciter. Et ça peut créer des traumatismes, des blocages qui vont faire que si vous avez envie d'entreprendre quelque chose, c'est pas forcément ouvrir une société, mais juste faire quelque chose pour vous, qui vous plaît vraiment, qui vient du cœur, vous n'allez pas y aller parce que petit, on ne vous aura pas félicité, on ne vous aura pas encouragé. Et si ça, vous ne travaillez pas dessus, c'est un héritage que vous allez donner à vos enfants qui, eux, vont leur créer des blocages et des propres limites. Donc, quand on vous parle d'aller voir un thérapeute, un psychologue, de vous faire coacher, c'est pas un truc de fou ou c'est pas non plus un truc de blanc. C'est pour tout simplement guérir les blessures que vous avez en vous pour pouvoir ne pas les transmettre à une génération future, être bien dans vos relations d'amitié, dans vos relations avec vos partenaires, dans vos relations familiales, tout simplement être aligné avec vous-même. Nous déjà, les femmes noires, on a l'image de la femme forte qui supporte tout. Donc ça aussi, c'est une image qui nous rend prisonnières parce que les gens à l'extérieur se disent la femme noire, de toute façon, c'est un bloc de glace, elle est forte, elle est prête au combat. Donc ça nous retire notre sensibilité, ça nous retire nos aspirations, nos faiblesses. La femme noire, elle a envie d'être aimée, elle a envie qu'on la prenne dans ses bras, elle a envie de pleurer, elle a aussi des doutes. Donc faut qu'on normalise le fait d'être faible, d'avoir des défaillances. Et même de toute façon, toute cette imagerie, elle est née aussi de l'esclavage et de la colonisation, parce que les hommes et les femmes noires ont été pris comme du bétail. C'est des êtres qu'on a considérés comme des animaux dénués d'humanité. Donc on les fouettait, on était agressif avec eux. Et c'est des choses qu'on a gardées parce que le traumatisme, c'est quelque chose ça a été prouvé scientifiquement, qui se transmet de génération en génération. Et du coup, même tout ce qui est violence infantile, quand je vois des personnes noires dire que oui, il faut frapper son enfant, moi, on m'a éduqué comme ça dans la violence. Non, en fait, qu'on arrête de mentir. Même là, adulte, est-ce que ça vous plairait que quelqu'un vous frappe parce que vous n'êtes pas d'accord avec lui? Non, les coups, ça fait mal. Alors oui, moi, en tant que parent, le but, c'est pas de garder en vie mon enfant. Mon but, c'est qu'il soit épanoui, qu'il soit bien dans sa tête. Donc, à un moment donné, il faut qu'on brise ce tabou-là. Et la santé mentale, c'est quelque chose avec laquelle il ne faut pas rigoler. Les gars, c'est la dernière. Ça y est, c'est la fin. La saison 2 est terminée. Franchement, un grand merci pour tous vos messages d'encouragement. La chaîne a évolué. Beaucoup de commentaires, franchement ça nous a fait plaisir de vous lire. Il y a eu aussi quelques remarques qui sont bien évidemment constructives et qu'on prend en compte pour la prochaine saison. La saison 3, en tout cas, je ne dirai pas ce qu'il y aura dans la saison 3, mais ça va être du lourd, vous inquiétez pas. De toute façon, on fait que upgrader ici. Donc la saison 3, vous inquiétez pas, ça va être du lourd, vous allez kiffer. On va tout faire en tout cas pour vous satisfaire. En tout cas, un grand merci à l'hôtel Melia qui nous a accueillis durant plusieurs épisodes sur cette saison. Merci à toute mon équipe technique, franchement, qui a donné tout ce qu'elle pouvait pour que l'émission et la saison 2
voit le jour et upgrade encore une fois. Tout simplement, merci d'être présent. On revient bientôt. Ne vous inquiétez pas, je vous fais plein de gros bisous. En tout cas, j'espère que ce dernier épisode va vraiment vous plaire. Je vous dis à la prochaine, vous allez nous manquer. Bye bye.